Bonjour, alors moi je suis Morgane Chevalier, je suis nantaise et après avoir travaillé quelques années comme professeur des écoles en Seine-Saint-Denis, eh bien j'ai pris la chance de partir au Canada et je suis revenue après en Suisse et j'ai enseigné en Suisse et aujourd'hui je suis professeur formateur, je suis formateur d'enseignants en Suisse à la Haute École Pédagogique du canton de Vaud. Et puis j'ai collaboré, et puis je vais encore collaborer par la suite avec l'EPFL dans l'intégration du robot Timio en classe. Donc voilà, tout ça pour vous puissiez situer, que normalement je dis pas trop 90, je dis plutôt 90, mais on va voir si je suis assez intégrée ou pas. Voilà, donc aujourd'hui ce que je vous propose c'est de vous présenter les usages du robot Timio en classe, que j'ai fait, mais ça date déjà de 2010. C'est peut-être pas aussi joli et ludique que ce qui vous a été présenté. Je l'ai placé. Et puis ensuite, voilà, je vais peut-être un peu ouvrir, mais sur les 2-3 dernières minutes, sur mon projet de thèse. Donc, le premier point, eh bien, sur le temps où j'avais ma classe, c'est quand j'ai intégré Timio, eh bien, j'ai réussi. Ça n'a pas duré un an, mais au moins sur 3 mois, pouvoir faire avec ma classe en fait 10 séances. Donc séance pour moi c'est une unité de temps en fait de 45 minutes. Donc 10 séances avec le robot Timio. Et puis aujourd'hui ce que je me propose c'est tout simplement de faire une focale, un point sur la séance 1 et la séance 8. Toutes les autres, si vous voulez, je peux vous donner un accès à une Dropbox où il y a tous les documents, ou Didier me dira où est-ce qu'on peut les déposer, aussi sur le site timio.org, il y a une partie qui est déjà, mais sinon sur le site de l'INRIA. Voilà. Pourquoi ces deux points-là? Alors, parce que là, je suis bien avec ma casquette de formatrice d'enseignants. Parce que quand je lui ai donné des formations continues, alors il y en a certaines séances, on m'a dit oh, c'est un peu tiré par les cheveux comme usage de Timio. Je suis bien d'accord, mais après on est tiraillé entre injecter dans sa séance en fait des objets de savoir et utiliser Timio pour par exemple les mathématiques, les sciences, et puis des fois on utilise Timio comme un média à d'autres savoirs, par exemple pour soutenir la verbalisation d'élèves ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que des fois ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais à travers toutes ces séances, il y a 2 points qui sont essentiels pour moi, c'est cela. Tout d'abord, découvrir Timio. Alors voilà, je ne vais pas du tout vous parler de programmation. Avec mes élèves, donc cycle 1 ou cycle 2, cycle 1 en Suisse, ça commence à 4 ans, et puis cycle 2, ça se termine à 10 ans à peu près. Eh bien, à chaque fois, donc quand Timio est utilisé en classe, on découvre ce qui est possible de faire quand on l'allume. Cette séance nécessite des prérequis qui vous paraissent certainement pour les profs de lycée, gymnase et autres peut-être ridicules, mais avec des tout petits de 4 ans, c'est fondamental que d'abord de vérifier que les élèves distinguent bien les couleurs, on les connaît bien, on parle bien du même vocabulaire, et puis ensuite comprendre la signification de certains termes, comme les termes de comportement. Peut-être que vous avez, pour ceux qui ont déjà vu quelques supports qui sont proposés autour de Timio, on parle d'humeur. Timio est peureux ou Timio est suiveur, etc. Ou alors on le dénomme en tant que comportement vert ou comportement jaune, etc. Et ça implique en fait une posture de la part de l'enseignant. Ça implique une certaine croyance en fait aussi, et ça véhicule le fait qu'on humanise le robot. Alors ma posture à moi, c'est justement de ne pas humaniser le robot et d'inscrire en fait l'élève dans si on pouvait formuler la compétence globale de ça, c'est comprendre le monde dans lequel le monde qui l'entoure. Donc ce que je vise, ça c'est des éléments qui viennent du PER, c'est le plan d'études romance qui doit correspondre c'est le socle commun des compétences, si je me rappelle encore. C'est bien, hein? Et puis en maths sciences, pardon. Et donc voilà, formuler des hypothèses, mettre en place un dispositif, et puis après aller le valider, identifier, distinguer les variables. Au-dessus de tout ça, si on sort des documents prescriptifs qu'on peut interpréter de la façon dont on veut, entre guillemets, pour moi, ce que je vise,
Alors pour moi c'est très ambitieux, mais il y a certains enseignants qui me disent oh, c'est bête et méchant. Ben c'est ça, c'est que l'élève puisse arriver à distinguer le constat de la déduction. Donc ça veut dire, derrière ça, permettre à l'élève, même au tout petit de 4 ans, de commencer, c'est sûr que c'est pas en une séance qu'il pourra faire ça, mais commencer à distinguer ce que je vois de ce que j'en déduis. Donc alors, en général, le site La main à la pâte nous offre plein de situations qui permettent de faire ça. Et moi, souvent, je faisais ça avec, par exemple, la pousse du haricot. Puis ça m'est arrivé très souvent, malheureusement, que le temps, en fait, de faire pousser les haricots, les expériences des élèves n'étaient pas forcément toutes... on les oubliait des fois, alors que ce que je trouve très bien avec le robot Timio, c'est qu'il y a un feedback assez immédiat et qui va permettre vraiment de travailler sur le constat et la déduction. Je vous ai mis une petite vidéo, tout simplement pour vous... J'imagine que ça parle un peu à tout le monde, mais c'était juste pour vous essayer de mettre illustrer ce que je dis. Souvent, à l'école... Vous connaissez ces vidéos-là ou pas? Bien sûr. Ce sont les vidéos qui sont offertes avec tout un bouquin gros comme ça, qui est le support pour le maître, du prêt à enseigner. Et puis, c'est très très bien, mais après c'est comme tout outil, ça dépend de l'usage qu'on va en faire. Et puis en fait, ces petites vidéos-là, eh bien, elles permettent, comme dans un album ou des petites vidéos qu'on regardera avec des enfants, eh bien, on va pouvoir convoquer ce qui se passe en fait dans la vidéo, et puis qu'est-ce qu'on peut imaginer. On peut imaginer qu'il y a 2 personnages, puis c'est quoi leur vie aux 2 personnages, blablabla. Bla, bla, bla. Quand on est dans le contexte que je proposais dans la séance, et qu'on est dans... on vise les compétences de distinguer le constat de la déduction, et bien là, on va pas avoir le même usage de ce type de vidéo. Donc là, c'est présenté avec le Lego Mindstorm, mais ça pourrait être aussi la même chose avec Timio ou autre. Là, l'idée, quand on va distinguer constat de déduction, c'est vraiment déjà de faire ressortir aux élèves juste ce que je vois, même sur la vidéo. C'est pas ce que j'imagine. Pourtant, je sais pas s'il y a des enseignants là, de l'école maternelle, merci, il y en a, eh bien, souvent c'est ce qu'on fait. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, on drille vraiment les élèves quand on va ouvrir un album, et puis c'est important bien sûr de convoquer chez eux des choses qui sont les inférences et tous ces éléments-là. Mais là, on leur demande autre chose, c'est un autre exercice. Alors, j'ai utilisé cette vidéo-là pour que ça vous parle. Maintenant, ça va être aussi la même chose dans les expériences. Il va falloir convoquer chez l'enfant juste le ici et le maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc comment ça se passe? Tout simplement, en collectif, on va présenter le Timio, on va mettre en commun ensemble ce qu'on a vu quand on l'a allumé. Ensuite, les élèves vont ensemble, en fait par 2, vont aller mettre au point en fait, un dispositif pour aller tester les différents modes, savoir ce qu'il y a dans Timio. Et puis ensuite, on va institutionnaliser, puis après, en dernière partie, un réinvestissement par le jeu. Donc la première étape, en collectif, présenter comment ça s'allume et ça s'éteint, puisqu'en fait, on a fait un article qui présentait qui montrait que l'affordance du Timio, ce pourquoi il était construit, comment on peut l'utiliser, elle est c'est accessible pour les enfants. Mais il y a quand même cette petite difficulté de rappuyer, de repeser sur le bouton central pour valider le choix. Donc ça, c'est un élément qui est important. On va voir après une petite vidéo qui montre... c'est pas évident pour tous les élèves. Donc, ce premier apprentissage qui est de savoir allumer et puis éteindre le robot et puis aller visionner les différents modes, eh bien, ça, c'est quelque chose qui se fait par 2. Et puis après, on retourne et on fait une première mise en commun. Donc de ce qu'on a observé, et cette mise en commun, en fait, elle est fondamentale. Ça, c'est une autre mise en commun. Vous avez 2 types de mise en commun. Celle que j'avais proposée moi au départ, ça c'est celle que j'ai vue dans une classe. Et on va la voir tout à l'heure après sur la vidéo. Une fois qu'on était d'accord sur le nom des couleurs, parce que je vous mens pas, même moi je me trompe entre le rose, le fuscia, le fuchsia. Ça, je suis française en Suisse, vous imaginez le vocabulaire, bon bref. Le bleu ciel, le bleu foncé. Bon. Une fois on s'est mis d'accord là-dessus, les enfants vont partir en fait à 2 et puis vont aller expérimenter. Et puis voilà, soit on dessine, soit on écrit, ça dépend du niveau, ce qu'on a observé. Pour vous montrer un petit exemple de ce qui se fait, de réalisation, ils ont du matériel à disposition.
Alors là, c'était un groupe de 3, mais en général, je les mets par 2. Il faut reconnaître que le matériel en soi, par exemple la bande, la piste, ben c'est très inductif, hein, ça induit quand même les actions des élèves. Donc voilà, typiquement là on voit qu'elle a mis du vert, et puis ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir constater? Que dans cet environnement, ben, il ne se passe rien lorsque j'utilise la feuille. Par contre, si je change de mode, il va se passer quelque chose. Donc, qu'est-ce qui a changé? Voilà, c'est ça ce qu'il s'agit de faire ressortir. Voilà, je vais passer. Je voudrais vous montrer une petite vidéo d'utilisation de ceci en classe avec des enfants de 4 ans. Tout à l'heure, Didier vous disait que 3, c'était pas mal. Je disais moi aussi, il faut que je le mette. Mais là, l'enseignante les a mis par 4. Ce qui te fait rire, c'est quoi? Chaque fois, ils ont la couleur. Donc, ils testent. La petite fille qui est ici, qui est le leader du groupe, a la mission quand même, c'est la maîtresse qui lui a dit, hein, d'aller... elle lui a donné à elle le Timio, le robot, puis elle a la mission d'aller montrer aux autres. Il répond aux ordres. Voilà. Alors je fais une petite pause parce que ça va durer pendant au moins les 5 premières minutes, et en tout la maîtresse a donné 8 minutes je crois à peu près d'activité, qui pour des 4 ans c'est déjà très très bien. Je vous fais le résumé. Donc le petit Raphaël, malheureusement, il ne va rien faire parce qu'on ne va pas lui laisser le choix, la possibilité de le faire. La petite, ça va être pareil, tout va se jouer entre ces 2 élèves. Et puis, je vais juste avancer à la minute vers le milieu, parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est leader, elle est accrochée à l'objet, parce qu'elle a ce pouvoir-là. Mais par contre, il y a une mise en commun en fait avant, avec l'explication des différents modes par la maîtresse. Puis la petite, elle s'est rappelée qu'il y avait ce support-là en fait. Parce que Timio, ok, c'est un outil, mais dans une classe, normalement, je m'adresse bien à des enseignants, hein, on a plein d'autres outils, et des outils pédagogiques. Donc ça, c'est vraiment, mais c'est fondamental. Et vous allez voir, la petite, elle se rappelle et elle va aller chercher justement le savoir qui a été mis en commun pour après le remettre, et ça change tout dans le groupe. Alors, c'est à minute 5-20 normalement. Hop là. Elle est allée en fait chercher au tableau ce qui était écrit. Ça veut dire que quand on met la main, il a peur et il recule. C'est bien, alors vas-y, montre-nous. Elle explique ce qu'elle a vu sur la vignette en fait. Ils ne savent pas lire, ces enfants. Donc Raphaël, bien sûr. Pauvre petit. Il a essayé quand même. Et vous voyez, la première, en fait, elle l'a laissé faire parce que c'était elle qui avait le savoir finalement. Donc, ok. Après, ce qui va être intéressant, c'est qu'elle va mettre du temps en fait à comprendre que si elle veut faire des choses avec l'outil. Dis-moi, comment tu sais, toi? Comment t'as su que le rouge Parce disait que rouge? j'ai regardé la carte. Et la carte, elle disait quoi? Elle disait que dans la longueur, elle dirait qu'il avait peur que la bouche est toute comme ça. Ah, d'accord. Alors, on a fait le rouge, on a fait le vert. Il reste... Et bien du coup, Raphaël et sa petite copine à côté, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller aussi chercher, aller voir ce qui se passe sur le panneau, et puis aller voir pour les autres couleurs. Bon. Ils vont réclamer un autre Timio. Comment? Ils vont réclamer un autre Timio. Oui. Et puis exactement. Et puis voilà en fait. Donc pourquoi je vous montre ça? Certainement pour la plupart d'entre vous, ça paraît en fait tout à fait normal si on veut qu'il y ait des apprentissages et si on ne veut pas que ce soit que ludique. Eh bien sûr, c'est pas qu'en utilisant, c'est pas en faisant juste, en appuyant sur les boutons du Timio qu'il va se passer quelque chose. Et c'est pas parce qu'ils sont en activité qu'il se passe vraiment un apprentissage. Et pour ça, il faut qu'il y ait appropriation des différents éléments qui ont été mis en jeu. Là, ce qui a été mis en jeu, ça peut paraître tout
basiques. On n'est pas sur les mêmes concepts en fait en maths ou en physique qui sont proposés, que Christophe vous a proposé juste avant. Mais c'est la même chose, on est sur de l'apprentissage. Et là, ce qu'on veut voir, c'est ce qui se joue. Et pour ça, pour l'avoir fait plein de fois, là c'est une vidéo, mais pour l'avoir fait plein de fois, 4, c'est trop. 3, il peut se jouer quelque chose. Alors, je redis ce qu'a dit tout à l'heure Didier. En effet, dans ces cas-là, eh bien, le rôle de l'enseignant, c'est de permettre aux élèves déjà de coopérer pour ensuite pouvoir collaborer. Mais coopérer, ça va demander à chacun une distribution des rôles. Et ça, l'intervention de l'enseignant est assez indispensable, surtout quand on est avec des tout petits comme ça. Et puis encore une fois, et bien après, il ne s'agit pas juste de savoir comment utiliser l'appareil, mais c'est savoir convoquer les savoirs qui ont été posés dans le collectif pour après, quand on fait la manipulation, les injecter entre guillemets. Alors, je termine vite fait. L'étape 4, on va faire encore une mise en commun. Puis cette mise en commun, alors qui passe par toute une symbolisation. Tout ça, ça se construit ensemble. Je fais référence à la mise en commun, qui est un concept bien particulier et qui nous amène... Alors vous avez des mises en commun particulières. Ça, c'est du cycle 1. Je trouve qu'elles sont parlantes. Pour d'autres élèves, j'ai dû, moi, en tant qu'enseignante, faire verbaliser l'enfant et puis l'écrire à côté pour laisser vraiment une trace pérenne. Voilà, avec des plus grands. Le but, après, c'est d'arriver à une certaine institutionnalisation. On va poser vraiment les choses. Alors, vous allez me dire, c'est quoi l'enjeu de savoir? C'est savoir que en mode vert, Timo, il fait ça, en mode rouge, il fait ça. Non, bien sûr, l'apprentissage derrière, c'est la démarche expérimentale, mais à un moment quand même, je serais prête même à dire aux enfants, allez, on va apprendre par cœur que Timio, il est rouge, Timio, quand il est rouge, il fait ça, etc. Alors, je ne demande pas d'apprendre par cœur, mais on a un affichage tout beau, tout propre dans la classe, parce que le but, ça va être de déconstruire tout ça. Je passe l'étape jeu qui est indispensable pour qu'ils puissent réinvestir, il faut leur laisser du temps où la maîtresse n'intervient pas, voilà. Où ils font des... Voilà. Vous connaissez tout ça. Pour arriver à la séance 8, donc vous imaginez entre la 1 et la 8, il y a eu plein de situations où ils ont pu en fait investir l'outil, se l'approprier davantage. Et puis, j'ai toujours pas fait de programmation avec les élèves. Puisqu'en fait, je veux arriver dans les temps, et je veux arriver en fait au sens de la programmation. Voilà, c'est mon parti pris, et c'est, et je dis bien mon parti pris, c'est pas moi qui ai raison ou pas, ça correspond à ma professionnalité, voilà. Il n'était pas coché, il comptait des points si on passait. Bref, le sens de la programmation. Pour ça, eh bien, je reviens avec ma classe, avec mes élèves et les timios. Et puis, eh bien, alors lequel est bon? C'est le bon. On sait qu'on avait vu ensemble, on avait institué que quand il est rouge, eh bien, s'il y a un obstacle devant lui, alors il recule. Et puis là, je reviens un matin, puis je dis, écoutez les enfants, vous vous rappelez, on avait, sur l'affichage, on avait noté tout ça, je ne comprends pas ce qui se passe ce matin. Quand je mets ma main devant, voilà, il suit. Voilà, et on fait ça pour tout. Et on mélange tous les programmes entre guillemets. Ce qui fait que l'affichage, il n'a plus de raison d'être. Et je peux vous promettre que ça le fait à chaque fois. Et je trouve ça toujours assez incroyable de voir que les enfants arrivent à mobiliser ce vocabulaire. En même temps, on n'est plus de la même génération. Je ne suis peut-être plus toute jeune. Mais bon, voilà. Les enfants disent, c'est normal maîtresse, tu les as déprogrammés. Ah, okay. Et ils comprennent qu'il y a une histoire de... Parce que vous voyez, on voit les capteurs, parce qu'on peut les visualiser grâce au LED. Il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui actionne, donc les actionneurs quelque part, ils ont une perception de ce que ça peut être. Mais la programmation, comment voulez-vous leur faire prendre conscience qu'il y a un enjeu derrière, quelque chose d'intéressant, à part leur dire, ça c'est de la programmation, on va apprendre à programmer. Donc c'est tout bête, ça demande juste de perdre 45 minutes, mais en faisant ça, voilà. Après, on peut commencer à enchaîner juste en leur faisant retravailler en plus de ça des démarche expérimentale. Donc ça, c'est très bien. On a bien fait le programme 2 fois. Et puis en fait, après, voilà. On peut leur présenter tout simplement ce que c'est que le VPL et puis leur présenter la chose. Et puis là, on refait finalement, en tant qu'enseignant, on refait la même chose. On représente un objet
où il va y avoir une acquisition de savoir, de connaissances. Qu'est-ce que c'est que le VPL? Comment je l'acquiers? Comme on a fait avec le Timio, il fallait s'approprier des savoirs, comment ça marche, comment ça s'allume, etc. pour après le détourner pour que ce soit un outil à d'autres objets de savoir. Ça va être la même chose avec le VPL et la programmation. Donc voilà. Vous connaissez peut-être cette fiche à l'INRIA, parce que c'est issu de l'INRIA. C'était une petite fiche de Planète Science. Il y a l'INRIA aussi qui était... on voit le logo en tout cas sur la fiche. Et là, c'est un petit jeu que je vais trouver sur le net qui permet en fait de travailler en fait le concept de protocole en fait en programmation. Et à partir de là, on peut dégager tout plein de concepts qui seraient nécessaires pour les élèves pour rentrer dans un vrai apprentissage des sciences de l'informatique, entre guillemets, et de la robotique. Voilà. Ce qui revient à mes questionnements pour ma recherche. En 1 minute, je vous le fais. À la base, comme je suis formatrice dans les TIC, je m'intéresse à savoir si la robotique, ça se termine en IC, mais bon, est-ce que ça pourrait être considéré comme une technologie de l'information et de la communication? Et en ce moment, en Suisse, en fait, on se pose des questions sur pourquoi on nous demande de faire des TIC, c'est quoi les technologies? Le Wi-Fi, c'est une technologie, mais ce qu'on a dans nos programmes, ce ne sont pas des technologies. Puis on fait surtout de la bureautique. Donc on a tout ce questionnement. Et mon approche avec les robots, il est lié aussi à ce questionnement-là. Je ne suis pas roboticienne. On a des roboticiens qui sont super parce qu'on peut faire des collaborations et ils nous débuguent tout. Mais on se pose ensemble ces questions-là. Et quels sont les enjeux de savoir entre, quand on dit comprendre... le monde qui nous entoure et qui entoure nos élèves, qu'est-ce qui se cache derrière? On parle des compétences aujourd'hui, mais on est en train d'un peu d'émietter tout le savoir. Donc là, on a une tendance, en fait, en tout cas dans le canton de Vaud, à vouloir tout essayer de réaliser ce programme, de pouvoir définir en fait quels sont les enjeux de savoir derrière la robotique et l'informatique. Je sais que de votre côté en France, vous avez pas mal avancé là-dessus, ou alors vos... politiques ont pas mal avancé dessus puisque vous avez une injonction, il me semble, en septembre 2016 pour l'école primaire en tout cas, vous avez la programmation qui rentre dans les programmes. J'espère que vous êtes prêts. Bien sûr. Donc nous on attend, en tout cas on espère que vous êtes prêts parce qu'en fait on attend pour pouvoir après profiter de vos pratiques. Donc voilà, et derrière tout ça, ma focale à moi va être plutôt de savoir quelle est l'émergence des nouveaux savoirs chez le professionnel enseignant. Qu'est-ce que ça implique? Là, aujourd'hui, vous êtes plus d'une cinquantaine, vous n'êtes pas représentatif de la population enseignante de la région et pas même de la France, mais vous êtes certainement très motivés. Il n'y a pas que des enseignants. Pas que des enseignants, d'accord. Et mais voilà, qu'est-ce que vous convoquez, vous, dans votre pratique pour faire ça? Est-ce que c'est juste de la motivation? Est-ce que vous êtes très intéressé par le savoir en soi? Est-ce que vous n'êtes pas tous des roboticiens non plus? J'ai la même démarche que vous aussi, je ne suis pas roboticienne, donc qu'est-ce que ça implique? Et je veux y réfléchir avant qu'on nous dise de là-haut, et bien voilà, maintenant vous devez faire ça et avoir tel savoir. Voilà, donc si jamais ça vous trouvez mes thématiques intéressantes, ça vous parle, et que si vous avez surtout des choses à m'apporter là-dessus, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Voilà, merci. C'est passé complètement. Avez-vous des questions? Vous avez dit à un moment donné que les gamins en sont venus à dire vous avez tout déprogrammé. Mais pour dire ça, ça veut dire qu'ils ont entendu parler de programmation. Ouais. Pas dans la classe en tout cas. Donc voilà, c'est ça ma question en fait. C'était des gamins de quel âge qui... 8 ans. D'accord. Ah oui. 8 ans. Alors honnêtement, voilà, avec les petits de 4 ans, ceux du cycle 1, ce que je fais moi, c'est j'ai une approche avec Widoo, le robot Widoo. J'ai une séquence, si jamais ça intéresse des personnes là-dessus. Et puis, c'est du Scratch qu'il y a derrière, en fait. Donc voilà, on peut arriver à la programmation. Mais honnêtement, par contre, amener le sens de la programmation, alors en tout cas avec la plateforme Widoo, on peut faire plein de choses, mais amener ce sens-là, non. Là, c'est vraiment visuel. Et je peux vous dire que quand on travaille, alors je peux travailler jusqu'à les 6 premières séances avec juste l'outil comme ça, avec les 6 modes
de base, on le détourne, on fait tout ce qu'on peut avec, mais une fois qu'on leur a montré qu'on peut le programmer, bah, ça les intéresse plus du tout, les 6 modes de base. Et après, c'est encore autre chose. Et je trouve ça, en tout cas, à chaque fois ce que je vous dis, c'est vraiment c'est ma conviction d'enseignante, hein, mais c'est important de prendre conscience qu'il y a des enjeux de savoir rien que dans l'usage, l'utilisation de l'outil. Mais après, bien sûr, quand est-ce qu'il y a apprentissage? C'est quand il y a détournement aussi des fonctionnalités de base de ce qui était proposé. Donc, si on veut qu'ils puissent détourner les choses, ben, il faut passer, il me semble, à un moment par l'acquisition du savoir ce qui est faisable en fait avec l'outil. C'est la même chose quand on apprend avec un crayon. Hein. On apprend à utiliser, bien manier le stylo, le crayon, et puis après on peut tenter de pencher. Est-ce que vous êtes allé un peu plus loin? Là, vous nous présentez l'amorce, la découverte, oui. Et un peu de mots de découverte. Parce que moi, du coup, j'étais un peu embêté, on a fait un cycle Tinio, puis après on est arrivé un peu, on rejoint la problématique. On arrive avec ce Azeba VPL, là, avec du bricolage. On est vraiment, j'arrive pas à m'extraire de ce bricolage pour faire fonder un apprentissage. Ouais. Des algorithmes, nous, la motivation dans le groupe, là on est primaire collège, on essaie de créer un parcours numérique, des algorithmes en fait. Donc d'utiliser toute cette robotique qui nous intéresse, on va dire moyennement, mais pour une incarnation, comme on disait ce matin, des algorithmes. Ouais. Mais on n'arrive pas à sortir avec VPL et Tinio de ce bricolage. Ils font des programmations qui fonctionnent, mais il y a énormément de conflits quand on lit la chose, quand on regarde un petit peu. Il y a des conflits, il y a des choses qui ne servent à rien, ils lancent des capteurs qui n'ont pas d'utilité sur le programme qui est demandé ou sur ce qu'ils cherchent à faire. Et on n'arrive pas, on voit en maternelle qu'on fait beaucoup d'institutionnalisation, on passe sur la figuration. Parce qu'on a bien défini exactement quels étaient nos objets d'apprentissage. Est-ce que vous, dans votre... parce que c'est vrai que vous pouvez partir très très loin là, mais là où vous en êtes, est-ce que vous avez bien défini quels étaient vos objets de... parce que dans l'algorithmie, bah, qu'est-ce que vous visez exactement? Quels sont les enjeux d'apprentissage? Ouais. Il y a pas mal de choses, mais on essaie de voir si Tinio pouvait ouvrir et leur faire eux-mêmes créer ces algorithmes et extraire comme ça des structures continues, mais c'est assez difficile. Je peux répondre un petit peu pour VPL, c'est clair, on ne peut pas apprendre tous les concepts d'informatique avec VPL. Un certain nombre de concepts qu'on peut apprendre, la gestion d'événements, un certain nombre de concepts de concurrence, un certain nombre de concepts de décision conditionnelle, de concepts de raisonnement logique. Et après, il faudra passer au maîtrise, ou au Scratch, ou aux différentes. Je pense que vous avez un travail développé, ça sera plus tout ça. Et en parallèle, un travail qu'on fait, c'est de définir vraiment les concepts qu'on peut faire. Donc, quels sont les concepts qu'on peut approcher et lesquels c'est pas adapté. Alors, je vois qu'il y a 2 lignes, il y a des concepts un peu de programmation, avec des choses comme ça, mais il y a aussi beaucoup de concepts informatiques qui ne font pas vraiment de programmation. Par exemple, on a fait des concepts de c'est-à-dire plusieurs objets qui sont très importants pour le monde actuel, Internet. Et là, on peut chercher avec des robots qui vivent. C'est des problèmes relativement simples de contrôle de robots. C'est simplement comment on construit la prise physique sur le sol. Eh bien, on peut étudier un nombre de concepts de conséquences comme ça. Donc, on utilise le robot avec l'aide d'un élément physique. Et on peut étudier un concept sans avoir besoin de passer par la formation compliquée avec des... Maintenant, c'est clair qu'à un moment, on va avoir étudier les livres, et pour ça, quelque chose comme Scratch, la programmation texte, la débat sera plus adapté. Mais c'est vrai qu'on a un manque de définition claire des différents concepts, c'est des choses sur lesquelles on travaille au niveau.